Bonjour à tous. Je vous propose une correction du sujet de CEJM de 2022, qui était donc le cas Alto. Donc on commence avec la première question qui portait sur l'identification des finalités de la société Alto. D'abord, on peut dire que les finalités d'une entreprise correspondent à sa raison d'être. Les finalités d'une entreprise seront influencées par les valeurs du dirigeant, des associés, l'histoire de l'entreprise, ses contraintes. Et donc pour une entreprise privée, la finalité première est le profit. Toutefois, on peut citer aussi d'autres finalités, les finalités sociales ou encore les finalités sociétales. Pour Peter Drucker, la finalité première des entreprises doit être la satisfaction des clients. Dans notre cas, la société Alto indique être particulièrement soucieuse de la satisfaction de ses clients. Et donc, on peut retrouver ici, pour notre société Alto, trois types de finalités. Ces finalités économiques, l'entreprise est une entreprise industrielle privée, constituée sous la forme d'une SAS. Sa finalité première est donc la rentabilité pour assurer sa pérennité. On note également des finalités sociales, puisque Alto s'engage à promouvoir l'emploi local en Bretagne. L'entreprise a également des finalités sociétales fortes, puisque l'entreprise s'engage sur l'environnement en choisissant de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires, de limiter la consommation d'eau, de valoriser ses déchets, d'économiser de l'énergie et enfin d'économiser son bilan carbone. Et donc on peut conclure en disant que les finalités sociales et sociétales de l'entreprise sont fortes et qu'elles pourront être intégrées au bilan RSE de l'entreprise. La RSE permet de communiquer auprès des parties prenantes de l'entreprise sur ses bonnes pratiques. Sur la question 2, on nous demandait de distinguer les parties prenantes de la société Alto et leurs attentes respectives. Alors on peut déjà définir les parties prenantes comme les individus ou ensemble d'individus qui peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des objectifs de l'entreprise. Par exemple, un salarié sera affecté par la décision de restructuration d'une entreprise par ses dirigeants. De même, une entreprise sera affectée par l'augmentation des tarifs d'un fournisseur. Donc on peut dresser différentes typologies des parties prenantes. Je vous propose, pour ma part, de classer les parties prenantes en parties prenantes internes et parties prenantes externes. Donc en parties prenantes externes, on peut d'abord citer les fournisseurs, qui sont les agriculteurs, qui fournissent des pommes de terre, qui attendent par rapport à Alto de respecter les délais de paiement, la mise en place des politiques d'achat. On peut parler ensuite des distributeurs, donc commerce en B2B, qui sont les enseignes de grande distribution, qui attendent d'être livrées en quantité demandée, dans le temps demandé, avec la qualité du produit et un respect des normes. On peut également parler des consommateurs finaux qui recherchent une qualité des produits, respect des normes, des informations sur la composition des produits et, pourquoi pas, un respect de l'environnement. Et enfin, on peut citer les concurrents. Donc eux ont intérêt d'éviter les pratiques concurrentielles et les pratiques de concurrence déloyale, donc que le marché fonctionne de façon efficace entre les concurrents. Ensuite, on peut parler des parties prenantes internes, qui sont les salariés. Donc ici, les salariés recherchent de bonnes conditions de travail, une rémunération correcte et de la motivation. Et enfin, on peut citer en dernière partie prenante interne le dirigeant qui attend une rentabilité et une pérennité de son entreprise. Dans la question 3, on nous demandait de présenter les enjeux économiques pour la société Alto de confier la production de pommes de terre à des partenaires extérieurs. Donc ici, on peut citer l'analyse de la chaîne de valeur de Michael Porter, qui permet d'identifier les activités d'une entreprise en distinguant celles qui sont créatrices de valeur de celles qui ne le sont pas. Et donc ici, les activités qui ne vont pas rapporter de valeur vont être externalisées pour être confiées à des partenaires extérieurs. Et donc ici, l'entreprise Alto, elle, produit les chips, et donc sa logistique interne est confiée aux agriculteurs qui, eux, disposent des ressources et des compétences nécessaires pour pouvoir produire les pommes de terre. Et donc la société Alto met en place ce que l'on nomme une stratégie d'externalisation ou également une stratégie d'impartition. Donc ici, l'objectif est de confier les activités d'une entreprise à une entité externe, un sous-traitant, un fournisseur, une concession, pour ne pas avoir à les réaliser en interne. On va retirer plusieurs avantages à cette stratégie: la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité des produits, la plus forte flexibilité face aux évolutions de l'environnement. Et ici, Alto voit plusieurs avantages à cette stratégie,
comme la sécurisation des approvisionnements, la garantie de la stabilité des prix et le fait d'avoir des stocks qui soient optimisés. Nous passons à la mission 2, la société Alto et son développement. Et donc la question 2.1, montrer que l'innovation de la société Alto dans un méthaniseur est source d'externalité. Donc d'abord, on peut redonner une définition de l'innovation. L'innovation, c'est un processus d'amélioration, d'évolution d'un produit, d'un service, ou encore d'un procédé de fabrication qui apporte quelque chose de nouveau pour le client ou pour l'entreprise. Et donc l'innovation est définie selon l'économiste Joseph Schumpeter comme étant à la base des cycles économiques, dans la logique de la destruction créatrice. Donc l'innovation va permettre le développement de nouveaux cycles de croissance économique. Ensuite, d'après l'OCDE, il existe 4 principaux types d'innovation. Les innovations de produits, les innovations de procédés, les innovations de marketing, et enfin les innovations d'organisation. Donc le nouveau méthaniseur et une innovation de procédés. Les innovations peuvent produire des externalités. Pour rappel, les externalités sont produites par les agents économiques qui produisent un avantage pour un tiers de façon gratuite, une externalité positive, ou au contraire, un dommage sans contrepartie. Ici, ce sont les externalités négatives. Et donc ici, on peut dire que le méthaniseur va produire différentes externalités. D'abord des externalités positives, puisque 98% des déchets de l'entreprise sont revalorisés, 30% des besoins en énergie sont couverts en gaz, et enfin, cela permet d'alimenter 1500 foyers en gaz. Mais on peut également citer quelques externalités négatives, les potentiels risques d'incendie liés au gaz et aux fuites de gaz, le risque également de pollution, et les odeurs qui pourraient potentiellement être désagréables pour les riverains. La question 2.2 portait sur la détermination des raisons économiques qui expliquent que la société Alto a bénéficié du soutien des pouvoirs publics européens pour sa seconde ligne de production. Et donc ici, les pouvoirs publics européens agissent dans le domaine agricole au travers de la PAC, la politique agricole commune. Et donc les objectifs de la PAC sont les suivants: favoriser la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture, assurer la gestion durable des ressources naturelles, assurer le développement des territoires en maintenant les emplois locaux, réduire les émissions de carbone des acteurs de l'agriculture, promouvoir les écosystèmes et également promouvoir l'inclusion sociale par le développement économique des zones rurales. Et donc ici, on peut faire le lien avec les grandes politiques économiques, puisque les politiques de la PAC sont des politiques économiques structurelles qui agissent sur le long terme dans le but de développer les territoires et d'agir également pour la transition énergétique. La question suivante était une question de droit. Expliquer à l'aide d'un argument juridique si Laurent Cavard peut faire cesser l'utilisation de la marque Bretz. Ici, on va pouvoir faire un argument juridique en partant des faits, puis du problème juridique, puis la règle de droit, et enfin la solution. Donc les faits sont les suivants. Laurent Cavard, PDG de la société Alto, découvre qu'un concurrent commercialise des produits similaires à sa marque sous le nom Bretz. Le nom est écrit de façon différente, mais la sonorité est la même. Donc les noms de la marque étant proches, il craint ici une répercussion sur la vente de ces produits. Donc le problème juridique est le suivant: Monsieur Cavard peut-il demander de faire cesser l'utilisation de la marque Bretz qu'il considère très proche de sa propre marque? On a ensuite les règles de droit. Donc d'après l'article L 711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de produit ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des autres personnes physiques ou morales. Ensuite, d'après l'article L 713 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque. Et enfin, on pouvait citer un dernier article, l'article L 713-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, qui indique que les signes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée risquent de créer dans l'esprit du public une confusion en associant le signe avec la marque. Donc ici, on peut conclure, on peut apporter la solution en disant que les deux entreprises ont un nom très semblable.
Le cœur de métier est le même entre les deux concurrents. De plus, l'activité du concurrent de la marque de Monsieur Cavard se situe également en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ici, Monsieur Cavard peut intenter une action en justice pour concurrence déloyale par confusion. Nous passons à la mission 3, la société Alto et ses conditions de travail, avec une première question, la question 3.1. Proposer les leviers de motivation que la société Alto peut mobiliser pour fidéliser ses salariés. Alors d'abord, on peut redonner une définition de la motivation. La motivation se traduit comme un ensemble de facteurs, des facteurs internes ou externes, qui poussent l'individu à agir selon un degré d'intensité. La motivation est une question importante dans le management de l'entreprise, puisqu'elle engage la créativité, l'implication et en dernier lieu la production des salariés. Et donc ici, on avait une annexe, l'annexe 9, qui permet de comprendre les attentes des nouvelles générations, que sont les générations Y et les générations Z. Donc en étudiant cet article, on se rend compte qu'il en ressort plusieurs attentes de la part de ces nouvelles générations. Et puis dans le sujet, on nous présente la théorie de la motivation de Herzberg. Et donc Herzberg distingue deux types de facteurs pour motiver les salariés. On a les facteurs d'hygiène qui vont apporter de l'insatisfaction ou en tout cas une absence d'insatisfaction, et les facteurs moteurs, les facteurs motivationnels. Donc ce qu'on pouvait faire ici, c'était reprendre les éléments de l'article concernant la motivation, les attentes des générations Z et Y, et les lier avec les facteurs d'hygiène et les facteurs moteurs, et à chaque fois proposer des éléments pour répondre à ces attentes. Donc dans les facteurs d'hygiène, on pouvait mettre la rémunération, l'ambiance, les relations avec les collègues, la qualité de vie au travail et la responsabilité sociale des entreprises. Et dans les facteurs moteurs, on pouvait mettre la flexibilité et l'autonomie et le choix des horaires de travail. Alors pour la rémunération, en facteur d'hygiène, on peut dire que l'entreprise peut mettre en place des politiques de rémunération au niveau du secteur d'activité, proposer des primes de résultats, des intéressements, de la participation, de l'épargne salariale. Sur l'ambiance et les relations avec les collègues, l'entreprise peut proposer de créer des team building, de créer des moments de convivialité, favoriser le travail collaboratif. Ensuite, sur la qualité de vie au travail, il faudrait, dans l'idéal, que l'entreprise ait du matériel neuf ou au moins qui ne soit pas obsolète, avoir de la sécurité au travail avec des EPI, donc des équipements de protection individuelle, et sur la responsabilité sociale de l'entreprise, eh bien, il faut que l'entreprise ait des valeurs fortes, une culture d'entreprise, une RSE claire et reconnue par l'ensemble des membres de l'organisation. Enfin, au niveau des facteurs moteurs, donc on avait les attentes qui étaient la flexibilité et l'autonomie. Donc pour cela, il faut reconnaître les compétences des salariés, baser le travail sur la confiance et être dans un management qui soit participatif ou consultatif. Et ici, on peut reprendre les théories des styles de management de Francis Likert. Ensuite, sur le choix des horaires de travail, donc ici, ça va être une politique qui va être gérée au sein des RH, qui va être basée sur des emplois du temps souples, avec plutôt une attente en termes de résultats. Voilà sur cette question portant sur la motivation. La question 3.2 portait sur les conséquences de l'organisation du travail dans la société Alto de la mise en place du télétravail. Donc ici, ce que l'on peut faire, c'est rappeler ce qu'est le télétravail. Donc c'est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Ce télétravail s'oppose bien évidemment au travail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de son employeur. Et on peut dire que le télétravail est une nouvelle organisation du travail qui s'est beaucoup développée avec la crise du Covid et les confinements successifs de la population. Nous sommes ici dans l'entreprise Alto, dans une entreprise industrielle. Donc bien évidemment, les métiers qui pourront s'effectuer en télétravail seront les métiers support de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés des services RH, comptabilité, marketing. Il est bien évident que les salariés qui sont sur les lignes de production ne pourront pas externaliser leurs activités chez eux. Ils ne pourront pas télétravailler. Donc ici, on recense plusieurs avantages. Ici, ça permet de renforcer les marges de l'entreprise par une baisse des dépenses d'exploitation, puisque les dépenses de loyer avaient beaucoup augmenté entre 2001 et 2017, d'après l'annexe 12. Et donc, le télétravail permet de réduire ces frais d'exploitation. Cela va améliorer le bien-être et la motivation des salariés, puisque cela va
augmenter la flexibilité du travail, et puis aussi ça va réduire les temps de trajet pour un certain nombre de salariés. Après, on peut noter tout de même quelques inconvénients à ce télétravail. Donc, l'entreprise doit mettre en place un système d'information performant pour assurer les activités en télétravail. Ça va être un coût qui va être relativement important. Ensuite, cela va limiter les interactions physiques entre les salariés. Et donc, ce manque d'interaction, eh bien, peut aussi entraîner des impacts sur la culture de l'entreprise qui sera sans doute moins forte. Je vous propose à présent de répondre à la dernière question du sujet, qui était une question juridique. La question 3.3, analyser à l'aide d'une argumentation juridique la validité de l'avenant du contrat de travail. Donc on peut regarder ce que donne cet avenant de contrat, et on va rappeler à nouveau les faits, le problème juridique, la règle de droit et la solution. Donc les faits sont les suivants. La société Alto souhaite saisir l'opportunité du recours au télétravail pour ses salariés. Et donc pour cela, elle va rédiger un avenant de contrat. Le problème juridique est le suivant. L'avenant de contrat est-il juridiquement valide? Alors ici, en termes de droit, eh bien, nous avions simplement un cas de jurisprudence, l'annexe 11, qui est un extrait de jugement de la Cour de cassation datant du 19 septembre 2013. Ici, on nous dit que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Et donc ici, la solution est la suivante. On nous montre bien que dans l'article 3 de l'avenant du contrat, eh bien que l'entreprise précise que c'est cette dernière qui va mettre à disposition pour le salarié les équipements nécessaires au télétravail. L'avenant semble donc ici bien conforme. Toutefois, on peut quand même se poser quelques questions sur divers autres dédommagements possibles pour les autres charges que devra supporter le salarié en situation de télétravail. On peut citer par exemple l'abonnement Internet, les frais d'électricité, la consommation de papier ou encore la consommation d'encre. Voilà pour ce qui est de la correction de cet examen de CEJM de 2022. J'espère que vous l'avez réussi. À bientôt!